Christian, on a beau parler, et je crois que sur les réseaux sociaux, s'agissant de 2025, on va en parler, mais les Congolais ont commencé à protester parce qu'il semble qu'ils ont déjà eu quelques éléments de la loi de finances de 2025. Et ils ont découvert qu'il y a une ressource de solidarité nationale où on va demander 1200 francs à chaque Congolais, etc. Ce n'est pas du tout sérieux. Colline Makosso sait, il y a les 14 000 milliards, qu'est-ce qu'on en fait? Et chaque fois qu'on leur demande d'en faire le point, ils ne veulent pas le faire. Mais Christian, plus proche de nous, ben, il y a le dossier du FIGA. Il y a le dossier du FIGA. Plus proche de nous, il y a le dossier des 160 milliards qui ont été détournés entre 2020 et 2022 au ministère de la Santé. Pourquoi diable les gouvernants n'arrivent pas? L'explication semble simple, Christian. On a appauvri l'État pour s'enrichir, et une fois qu'on s'est enrichi, on estime que le reste des Congolais peut vivre dans la misère, peut vivre dans la souffrance. Ce n'est plus leur préoccupation. Leur préoccupation, c'est que l'État est devenu pauvre, les individus sont devenus très riches. Mais Christian, je ne cesse de dire que dans le cadre des révélations des Panama Papers, il y a un ministre, enfin, un Congolais, membre du bureau politique du PCT, qui posséderait, semble-t-il, dans les paradis fiscaux, plus de 2000 milliards de francs CFA. Il peut expliquer aux Congolais comment il les a obtenus. Dans tous les cas, l'information a été donnée, elle est connue de tout le monde, on est même surpris, parce que lorsque la vidéo de Jean-Marie Michel Moukoko est sortie, on s'est acharné sur lui jusqu'à ce qu'il soit emprisonné, mais il y a beaucoup de vidéos du genre sur les révélations sur des Panama Papers qui sont restés lettres mortes, on en parle plus jamais. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Ravi de vous retrouver sur R7, notamment dans Droit de savoir, avec pour invité Clément Mirassa, économiste, statisticien, président du PSTC, ancien ministre congolais. Bonjour Clément, j'espère que vous allez bien. Bonjour Christian, c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver dans le cadre de droit de savoir et d'être en échange avec toi. C'est toujours un honneur de vous avoir sur notre plateau de Droit de savoir. En tout cas, merci à Clément de disposer ce temps pour commenter l'actualité congolaise avec nous sur R7, notamment le projet budget 2025. Nous reviendrons également sur la sortie médiatique inopinée, c'est le cas de le dire, de Robert Bourgi. Pourquoi maintenant et que vise-t-elle? Mais avant tout, d'abord la situation globale du Congo-Brazzaville, où vous le savez également, les grèves s'enchaînent dans quasiment tous les secteurs de la vie économique du pays pour des revendications salariales. De leur côté, les retraités attendaient donc le paiement de la pension avant fin juillet 2024, un paiement qui leur avait été promis par le gouvernement congolais. Quelle est actuellement la situation des fonctionnaires retraités du Congo-Brazzaville? Je rappelle que nous sommes le 14 octobre 2024. Quelle est la situation des fonctionnaires retraités du Congo-Brazzaville? Christian, la situation des retraités est extrêmement préoccupante. Je crois que les téléspectateurs se rappellent de la promesse faite par le Premier ministre Anatole Koliné Makosso le 23 juillet exactement, où il disait que la pension du mois de juin allait être payée avant le 15 août et qu'on n'allait pas rentrer dans l'année 2025 avec des arriérés de pension. Mais je crois qu'une nouvelle fois, c'est une fausse promesse. Parce que jusqu'à présent, c'est vrai que la pension du mois de juin a été payée au courant août, mais aujourd'hui, les retraités attendent les pensions du mois de juillet, du mois d'août et du mois de septembre. Et nous sommes pratiquement au milieu du mois d'octobre. Donc, c'est vraiment la souffrance, c'est la désolation, c'est la misère et c'est la souffrance. Alors, si j'ai bien compris, une situation toujours difficile. On va donc tenter de le comprendre tout à l'heure. C'est une situation
mais finalement difficile pour tout le monde, pour les salariés qui sont encore actifs, qui sont en fonction, pour les boursiers, pour tous les Congolais, puisque finalement, ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'électricité, même les services publics de base, notamment l'électricité, l'eau, les voiries urbaines. Donc, on va tenter de le comprendre tout à l'heure. Manque-t-il vraiment de l'argent au Congo, au Brazzaville, ou c'est une volonté politique? Mais dans un premier temps, quelle lecture faites-vous de la situation globale, la situation socio-économique du Congo-Brazzaville? Je fais partie de ceux qui très tôt ont attiré l'attention des gouvernants pour dire en 2012 que le Congo traversait une grave crise multidimensionnelle et qu'il fallait aller aux États généraux. Mais à l'époque, les gouvernants, avec une certaine arrogance, disaient que le Congo avait suffisamment d'argent. Je crois qu'il, je vous souviendra, et je tiens à rappeler ça à plusieurs téléspectateurs. C'était à l'époque où les gouvernants se vantaient d'avoir le budget le plus élevé des pays de la zone franc hors la France. Et je peux vous donner une indication que j'ai déjà donnée. Le budget du Congo à l'époque se situait autour de 2831 milliards, celui de la Côte d'Ivoire autour de 2481 milliards. Mais aujourd'hui, en termes de projection, la Côte d'Ivoire projette un budget 2025 de 15 339 milliards. Donc, ça a été multiplié par un peu plus de 6, alors que le budget du Congo en 2025 est projeté à 2826 milliards, c'est-à-dire qu'il est en régression. Donc, Oui, mais c'est pour un vous dire budget, que la pardon, Clément Mirassa, un budget en régression, ça veut dire qu'ils ont déjà tout fait, tout ce qu'ils voulaient faire. Voilà, on a construit le pays, les choses marchent très bien et donc on n'a plus rien à faire et donc ça peut justifier la régression du budget. Christian, tu as choisi de me titiller. Je rappelle aussi aux téléspectateurs qu'à l'époque, avec beaucoup d'enthousiasme, il avait été annoncé au niveau le plus élevé que le Congo serait un pays émergent à l'horizon 2025. De poser la question aux Congolais, Brazzaville est pratiquement inondé d'immondices et des ordures. Quant à la situation du Congo, je crois que tous les Congolais la connaissent aujourd'hui. Pour donner une indication aux téléspectateurs, la présidence de la République accuse aujourd'hui 6 mois d'arriérés de salaire. C'est pratiquement la même chose au Parlement, c'est la même chose au Conseil économique, social et environnemental, c'est la même chose au Conseil supérieur de la liberté de communication. Enfin, c'est véritablement une hécatombe. Et on se demande même si le mot budget a un sens pour le Congo. Parce que si on a adopté un budget au cours de l'année 2024, il est surprenant de vivre ce que l'on vit. Et nous avons déjà été surpris que le 21 juin 2024, le Premier ministre Anatole Koliné Makosé parlait des échéances et de la dette qui tombait en cascade, ce qui veut dire que ces gouvernants ont véritablement un problème de gouvernance et le Congo est plongé dans une très, très, très mauvaise gouvernance. Mais Clément Birassa, vous dites que vous rappelez là la présidence à 6 mois ou 5 mois d'arriéré, la primature, le Sénat et les autres, et il y a aussi les travailleurs, hein. De toute façon, tout à l'heure, je l'ai rappelé qu'il y a des grèves un peu partout. Qu'est-ce qui peut expliquer cela alors que le premier trimestre, deuxième trimestre, j'allais dire les 2 premiers trimestres, le Congo a bien vendu son pétrole. Et nous savons que la projection budgétaire 2024 avait été faite sur la base de 75 $ le baril. Et le baril s'est vendu curieusement pendant ces 2 premiers trimestres entre 80 et 87 $. Comment au moment où on a bien vendu le pétrole, on n'a pas payé les gens? Je rappelle, avant d'approfondir la réponse à la question que tu poses, je rappelle ce que le chef de l'État congolais a déclaré le 14 août 2009 lorsqu'il déclarait qu'il ne supprimait personne en affirmant qu'en dépit des efforts multiples, le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de fraude, de détournement des deniers publics. Et il a dit ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Les choses sont claires, les constats ont été faits maintenant pour ce que tu dis, Christian. Le budget a été adopté, les choses sont claires. Dans le budget, on avait prévu
des recettes fiscales de l'ordre de 935 milliards. On avait prévu les autres recettes de l'ordre de 1530 milliards avec 1462 milliards rien que pour le pétrole. Et comme tu as su le dire, mais le pétrole au cours des 2 premiers trimestres s'est très bien vendu. Au-delà, autour de 80 dollars le baril. Et moi, je viens de suivre les conclusions de la commission, du comité de fixation des prix pour le 3e trimestre, qui fixe pratiquement le prix à 74 dollars. Donc, la situation, elle est véritablement excellente. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe clairement qu'il y a des détournements. Où va l'argent du pétrole? Où va l'argent des mines? Où va l'argent du bois? C'est la question fondamentale que les Congolais se posent parce qu'ils ne comprennent pas que ce pays soit extrêmement riche et qu'ils croupissent dans une misère et dans une souffrance inacceptable. Donc, il y a véritablement un problème. Et moi, je crois qu'il faut le dire de façon claire. Dans tous les cas, c'est l'un des avantages de l'émission Droit de savoir, sinon de grand angle. En fait, les gens ont choisi de s'enrichir au détriment de l'État. C'est-à-dire qu'ils ont choisi de s'enrichir et appauvrir l'État. Appauvrissant l'État, ils plongent les Congolais dans la souffrance et dans la misère. Alors, Clément Biarassa, puisque nous parlons, tout à l'heure, nous allons aborder donc la projection budgétaire 2025. Il faut peut-être rappeler que, tout à l'heure, vous l'avez dit, le Congo est en crise, une crise profonde, une crise économique et financière très profonde, c'est le cas de le dire. À en croire, bien sûr, hein, le gouvernement congolais, parce que moi, jusque-là, je ne crois pas. Je ne crois pas que le Congo n'a plus d'argent, parce qu'on ne peut pas expliquer ça. C'est quand même un pays pétrolier qui vend aussi des minerais, qui a, je rappelle, un port en eau profonde. Nous avons des terres arables qui sont même mises à disposition de certains pays, à en croire la déclaration de Denis Sassou Nguesso. Et nous avons tout ce qu'il faut pour être riche. Des ressources exploitées, le gaz liquéfié. Donc, je ne peux pas comprendre qu'un pays comme le Congo, avec une petite population de 6 millions d'habitants, si nous prenons bien sûr en compte les dernières statistiques du recensement général, un petit pays comme le Congo, troisième producteur du pétrole en Afrique subsaharienne, avec une capacité de 350 000 barils par jour, que le Congo n'ait plus l'argent dans ses caisses. Ça, moi, je ne crois pas. Mais prenons l'hypothèse qu'évidemment, c'est une crise, qu'il n'y a plus d'argent. Encore, peut-être que le gouvernement pourrait expliquer aux Congolais où est passé donc cet argent. Alors, on s'attendait finalement que lors des derniers conseils des ministres, bien entendu, face à cette crise, que le gouvernement annonce tout de même les mesures pour atténuer la souffrance de la population, mais aussi la réduction du train de vie de l'État. Mais apparemment, ça n'a pas été le cas. Christian, tu dis des choses tellement importantes. Essayons de faire une petite démonstration. Parce qu'avant de faire la projection du budget 2025, au Conseil des ministres qui a eu lieu le 7 octobre, le Conseil des ministres a fait le point de l'exécution du budget de l'année 2024 au 30 juin 2024. Et j'ai été surpris puisqu'avec aujourd'hui la technologie, on aurait pu faire le point au 30 septembre 2024. Mais je vais te donner quelques chiffres. Au plan des recettes, au plan des recettes, on nous dit au 30 juin 2024, on a récolté 1209 milliards de francs CFA sur les 2605 milliards de prévus. Donc, au 30 juin 2024, nous n'avons même pas fait les 50% du budget. Maintenant, quand tu regardes le chiffre lui-même et que tu essaies de regarder en profondeur ce que ça représente, Christian, 1209 milliards. Et tu as su le dire, le pétrole était projeté à 1462 milliards. Ça veut dire qu'au 30 juin, on devait s'attendre pratiquement à près de 731 milliards rien qu'au titre du pétrole. Et le pétrole s'est vendu autour de 83 dollars le baril, alors que la prévision était de 75 dollars le baril. Ça veut dire quoi, Christian? Ça veut dire qu'en réalité, en termes de projection, le Congo a dû engranger, rien qu'en termes de recettes pétrolières, autour de 800 milliards de francs CFA.
Mais la réalisation des recettes au 30 juin n'est que de 2000, n'est que de 1209 milliards. Ça veut dire que les autres, les recettes fiscales, les recettes gazières, les recettes minières, les recettes du bois, n'ont donné qu'à peu près que 400 milliards de francs CFA. C'est Mais inacceptable. attendez, mais Bien que les recettes fiscales mais c'est étaient difficile. projetées à 935 milliards. Comment expliquer? Comment expliquer? Ça veut dire quoi? Non, mais Mais ce ça que veut vous dire que êtes en dans train les de dire, pardon Clément Mirassa, ce que vous êtes en train de dire, lorsque vous prenez en compte évidemment les recettes fiscalo-douanières, vous avez parlé des minerais, vous parlez du port, ben voilà, et tout ce qui va, les recettes gazières, bien entendu. Non, ça, on peut mettre d'abord à côté. Le pétrole s'est vendu, nous l'avons dit tout à l'heure, et c'est vérifiable. N'importe qui peut le vérifier. Les 2 premiers trimestres, le pétrole, le baril était à plus de 80 dollars. Et donc, rien que ça, on a dû couvrir toutes les prévisions qu'ils avaient sur, bien sûr, les recettes. Et même là, ça a dû dépasser. Et cet argent est passé où? Parce que si vous dites qu'on a, je, je crois que les recettes, lorsqu'on prend, évidemment, lorsque vous dites les recettes fiscalo-douanières, vous prenez les minerais, c'est autour de 400 milliards. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais oui, le pétrole, ça fait autour de 800 milliards. Donc les autres, c'est autour de 400 milliards. Et visiblement, les autres n'ont pas atteint leur réalisation. Mais ça veut dire que beaucoup d'argent a été dilapidé. C'est ce que ça veut dire. Ah ben moi, c'est la compréhension que j'en ai. Mais déjà, Christian, prenons le budget de l'année 2025, de 2024. Est-ce qu'il est normal qu'en termes de prévision, au niveau des ressources minières, des recettes minières, on ait prévu que 240 millions? Est-ce que c'est sérieux ça? Et en plus, lorsqu'on essaie de regarder les réseaux sociaux, qu'est-ce que nous découvrons? Mais c'est une gestion clanique, familiale. Les dénonciations se font à travers les réseaux sociaux et c'est connu de tout le monde. Quand on prend les autres rubriques, est-ce qu'on peut concevoir que ce soit les recettes fiscales, que ce soit les recettes minières, que ce soit les recettes forestières et les autres, les recettes du portefeuille, que nous n'ayons pas été en mesure de dépasser 500, sinon 600 milliards de francs CFA? C'est inconcevable. C'est inconcevable, Christian. Alors, mais pendant que Donc, je dis, vous parlez des minerais, je vais proposer à nos téléspectateurs un extrait, bien sûr, de la déclaration. C'est une déclaration faite par Cédric Castellin-Balou, le président du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora qui en parle. Suivez. Au mépris de la souffrance de millions de Congolais, comment comprendre que M. Pierre Oba, ministre des Mines, a transformé nos ressources minières, patrimoine de toute la nation, en une propriété familiale? Ses enfants, ses proches, détiennent plus de 30 permis miniers et 15 comptoirs d'achat d'or et de polymétaux sans payer la moindre redevance ni taxe. Oba Pierre, Oba Cornelia, Mignon Oba et leurs complices ont pillé nos ressources pendant que le peuple meurt dans la misère. Pendant qu'ils se remplissent les poches, nos hôpitaux sont à l'agonie. Nos écoles sont des ruines. Nos citoyens n'ont ni eau ni électricité. Voilà, alors Clément Mirassa, là on vient de comprendre une chose, c'est que le pétrole est, encore que quelqu'un vient de nous dire le contraire, mais c'est ce qui ressort, c'est que le pétrole est géré par le clan Sassou Nguesso. C'est ça la vérité. Il a été pris en otage par le clan Sassou Nguesso. La preuve, c'est que l'argent du pétrole n'arrive plus au trésor, n'arrive plus jamais au trésor public. C'est Mathias Nzon qui le disait. C'est un ancien ministre des Finances du Congo. Les nombreux traders qu'on a créés à l'étranger, là, mais le pétrole du Congo est vendu sur le marché international. On connaît les principaux acheteurs. Notre référence en matière de prix, c'est le Brent du Nord. À partir du Brent du Nord, les bons traders font la moyenne avec le prix américain et le prix de l'Asie. Vous vendez ce pétrole à quel prix? Deuxièmement, mais quand vous avez vendu, l'argent va où? C'est la raison pour laquelle, moi qui vous parle, je suis allé voir le Fonds monétaire de la Banque mondiale et dis-moi que l'État congolais signe une convention avec la SNPC sur deux choses.
un, le prix du pétrole moyen, on le vend à qui, à combien? Deux, lorsque on vend le pétrole, la SNPC vend. 8 jours après, l'argent doit atterrir dans les comptes du Trésor. Mais vous pouvez vérifier, le Trésor n'a qu'un seul banquier, il s'appelle la Banque centrale. Il n'y a aucun franc qui tombe là-bas. Au Trésor, si vous allez en bas, là où il y a un coffre, moi j'ai été obligé de construire un coffre fort comme la Banque centrale. Vous pouvez prendre même une lance sur lequel aller là-bas pour bombarder, ça ne passera pas. Mais c'est vide. Allez voir, nous voulons visiter. Vous verrez qu'il n'y a rien, là, il n'y a pas d'argent. Par contre, je n'ai pas vu un journal qui a critiqué comment l'État va aller ouvrir un compte à la banque postale pour recevoir, recevoir les recettes fiscales et douanières. Mais là-bas, c'est qui a ouvert le compte? Et qui c'est qui le fait moitié? Pourquoi l'argent du pétrole ne vient pas? Nous sommes malheureux, on n'a pas de réserve de change internationale alors que nous vendons le pétrole. Qu'on s'est dit de lui, on peut croire. Donc l'argent du pétrole n'atterrit plus au trésor. Et là, on découvre que les minerais sont gérés par la famille Oba. Et aujourd'hui, nous l'avons dit tout à l'heure, il y a des grèves partout. La revendication principale, ce sont les salaires. Et donc, on comprend très bien pourquoi on n'arrive plus à payer les salaires, parce que les recettes du pétrole sont confisquées quelque part, ont été prises en otage par le clan Sassou Nguesso. Au cœur de cette enquête du quotidien français Libération, un homme, Lucien Ebata, et Orion Oil, la société de négoce pétrolier qu'il dirige. Orion Oil est un partenaire privilégié de la SNPC, la Société nationale des pétroles du Congo, dont elle revendrait aujourd'hui environ 10 millions de barils par an. Les douanes françaises enquêtent sur Lucien Ebata et ses activités depuis 2012. Et selon elle, Orion Oil ne serait rien d'autre qu'une société écran chargée de prélever des revenus sur le commerce du pétrole congolais et de les redistribuer, notamment aux membres du clan du président Sassou Nguesso. Selon le dossier d'enquête des douanes françaises, largement cité par Libération, Orion Oil serait au cœur d'un système d'évasion de capitaux au moyen de porteurs de valises et d'une structure financière hautement complexe. En passant par des sociétés domiciliées dans des paradis fiscaux dans le but d'escamoter le détournement des revenus du pétrole congolais et d'en masquer les bénéficiaires réels. Toujours selon Libération, plusieurs centaines de milliers d'euros et de dollars en espèces ont été trouvés au domicile parisien de Lucien Ebata et de son directeur financier. Les enquêteurs auraient saisi des preuves de retrait d'argent liquide effectués depuis plusieurs comptes d'Orion Oil dans diverses banques africaines. En tout, 164 millions de dollars et 26 millions d'euros. Libération précise. Une partie de ces versements de cash a pu directement profiter à des dignitaires de la République du Congo, parmi lesquels son président, Denis Sassou Nguesso, à hauteur de 37 millions de dollars, et ses proches. Les recettes des minerais ont été prises en otage par la famille Oba. Qu'est-ce qui reste donc pour les Congolais? Rien du tout. Et là, vous venez de dire, pour tout ce qui est recettes fiscalo-douanières, on prend les minerais et autres, c'est à peine 400 milliards de francs CFA. Je crois que maintenant, les Congolais ont compris pourquoi ils ne sont plus payés. Ah, ben dans tous les cas, Christian, je reviens à la question que tu m'as posée sur la réduction du train de vie de l'État, sur les mesures. Mais on a proposé toutes ces mesures au gouvernement. Il y a même une qui est évidente, Christian. C'est celle qui est relative à la lutte contre la corruption. Et nous n'avons de cesse de dénoncer que l'une des caractéristiques des budgets de ces gouvernants, mais c'est de protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Christian, on a beau parler, et je crois que sur les réseaux sociaux, s'agissant de 2025, on va en parler, mais les Congolais ont commencé à protester parce qu'il semble qu'ils ont déjà eu quelques éléments de la loi de finances de 2025. Et ils ont découvert qu'il y a une ressource de solidarité nationale où on va demander 1200 francs à chaque Congolais, etc. Ce n'est pas du tout sérieux. Colline Makosso sait. Il y a les 14 000 milliards. Qu'est-ce qu'on en fait?
Et chaque fois qu'on leur demande d'en faire le point, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas le faire. Mais Christian, plus proche de nous, ben, il y a le dossier du FIGA. Il y a le dossier du FIGA. Plus proche de nous, il y a le dossier des 160 milliards qui ont été détournés entre 2020 et 2022 au ministère de la Santé. Pourquoi diable les gouvernants n'arrivent pas? L'explication semble simple, Christian. On a appauvri l'État pour s'enrichir, et une fois qu'on s'est enrichi, on estime que le reste des Congolais peut vivre dans la misère, peut vivre dans la souffrance. Ce n'est plus leur préoccupation. Leur préoccupation, c'est que l'État est devenu pauvre, les individus sont devenus très riches. Mais Christian, je ne cesse de dire que dans le cadre des révélations des Panama Papers, il y a un ministre, un Congolais, membre du bureau politique du PCT, qui posséderait, semble-t-il, dans les paradis fiscaux, plus de 2000 milliards de francs CFA. Il peut expliquer aux Congolais comment il les a obtenus. Dans tous les cas, l'information a été donnée, elle est connue de tout le monde, on est même surpris, parce que lorsque la vidéo de Jean-Marie Michel Moukoko est sortie, on s'est acharné sur lui jusqu'à ce qu'il soit emprisonné, mais il y a beaucoup de vidéos du genre sur les révélations sur des Panama Papers qui sont restés lettres mortes, on en parle plus. Mais non, quand tu parles des mesures de la réduction des trains de vie de l'État, mais Christian, est-ce qu'il est normal que dans un pays comme le Congo, que les Congolais puissent penser ou imaginer dans leur tête que le premier ministre congolais gagnerait 25 millions? Est-ce qu'il est pensable dans ce pays qu'on puisse se dire qu'un ministre d'État gagne 15 millions de francs par mois et il a une indemnité de logement de 2 millions, largement supérieure, 2 fois supérieure au salaire le plus élevé du fonctionnaire le plus gradé de la fonction publique? Est-ce qu'on peut s'imaginer qu'un ministre toucherait plus de 11 millions, c'est-à-dire Oui, plus que mais le Clément président Birassa, français? pour les petits calculs, question évidemment de permettre aussi à nos téléspectateurs de mieux comprendre les choses. Lorsque vous dites à un ministre qui gagne 15 millions, un ministre congolais en plus, hein, qui gagne 15 millions par mois, il faut dire que l'année, ça lui fait déjà près de 180 millions. Et pour les ministres 180 millions, oui. ceux qui sont restés donc pendant 10 ans au gouvernement, nous sommes autour de 2 milliards de francs CFA. Et c'est les mêmes qui viennent Mhm. dire aux Congolais que non, nous vivons la situation de crise, tous on est affectés, nous vivons la même situation. Si c'est la misère, tous nous sommes dans la même situation. Alors que eux ont tous, et là encore, on n'a pas pris tout ce qui est frais généraux, donc tous les avantages qui vont avec. Voilà des gens qui peuvent dire, et une fois, on nous a même dit ici, sur ce même plateau, nous recevions d'ailleurs un fonctionnaire retraité qui disait, qui nous rapportait que le ministre qui les avait reçus leur aurait même dit, ben, ne pensez pas qu'il n'y a que vous, les retraités, moi aussi je suis retraité. Et lorsqu'on sait que ce ministre est un ministre d'État qui gagne 15 millions par mois, même quand il est retraité, c'est une façon de se moquer des Congolais tout de même. Ben, Christian, nous ne vivons que de ça. Je crois que vous avez suivi la dernière quinzaine organisée par le ministre de la Communication, Thierry Lézin Mungala. Oui, c'est moqué des Congolais en osant dire que les ministres avaient je ne sais pas combien de mois d'arriérés de salaire et Vous que avez c'était 5 comme une mois. espèce, c'était comme une espèce de réduction du train de vie de l'État. Alors, j'attire l'attention des gouverneurs, surtout de Thierry Mungala. Il ne faut pas qu'ils pensent que les 42 mois d'arriérés de pension des retraités seront considérés comme réduction du train de vie de l'État. L'État nous est redevable de cet argent, il devra nous. Donc, quand Oui, tu mais est-ce parles que, de la non, non, mais il faut qu'on donne un petit formation, détail là-dessus. Est-ce que lui, en le disant, c'est une façon de vouloir prendre des retraités, je ne sais pas comment dire ça, c'est une façon de dire aux retraités, ben écoutez, comme nous, on nous doit déjà 5 mois d'émolument, ça constitue une forme pour nous, hein, de réduction du train de vie de l'État, ça ne sera plus payé, ce ne sera même pas une dette. Vous aussi, attendez-vous à ce que vos arriérés soient considérés comme une forme de réduction du train de vie de l'État, c'est-à-dire qu'on ne vous payera plus ça. je sais que nos syndicats, je crois, ont peut-être des difficultés pour qu'on arrive à une assemblée générale, mais je crois que nous allons nous battre en tant que retraités pour qu'on arrive à une assemblée générale. Mais Christian,
le problème de la réduction du train de vie de l'État. Mais il ne se pose pas qu'en ces termes. Nous avons pris l'exemple que tous les Congolais doivent savoir. L'université Denis Sassou, le coût de l'université Denis Sassou Nguesso a été estimé à 241 milliards de francs CFA. Et la deuxième université de Dakar, qui a été construite très récemment sous le président Macky Sall, en a coûté 65 milliards. Mais les Congolais découvrent qu'en fait, lorsqu'on parle de où va l'argent, mais ça va dans les surcoûts, ça va dans la corruption, ça va dans les détournements de fonds publics. Et curieusement, c'est même l'un des problèmes de ces budgets. Parce que quand on parle déjà du budget de 2024, on a parlé des recettes, mais parlons des dépenses. Il y a une ligne personnelle qui est prévue à 435 milliards. Il y a une ligne charge financière de la dette qui est prévue à 225 milliards. Il y a la ligne haute transfert qui est prévue à près de 548 milliards. Mais quand ils font le point pour le dossier qu'ils vont présenter à l'Assemblée, qu'ils ont examiné au Conseil des ministres, mais ils ne font pas le point entre les prévisions et les réalisations. Oui, mais c'est la question que je voulais vous poser. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas présenté la réalisation, c'est-à-dire la ligne de la réalisation de ce budget en mi-parcours? Pourquoi n'ont-ils pas donné les détails? Parce que c'est là que se cache le diable, en fait. C'est là que se cache le diable. La transparence leur pose des problèmes et leur gestion se caractérise par la mauvaise gouvernance. Mais il faut que les Congolais soient vigilants parce que je le dis pourquoi, Christian. Parce que sur les réseaux sociaux, les Congolais ont commencé à réagir. Parce qu'il semble que dans ce projet de budget 2025, on prévoit un impôt de solidarité de 1200 francs, etc. Est-ce que c'est normal lorsqu'on sait qu'il y a des scandaleux crimes économiques et financiers? Il y a de l'argent à récupérer qui a été dilapidé. Est-ce que c'est normal qu'on puisse venir chercher encore à enfoncer les Congolais dans la misère et dans la souffrance? Mais Dieu merci que les Congolais en prennent conscience que les sénateurs et les députés débattent et jouent correctement leur rôle au niveau du contrôle budgétaire. Et je crois qu'à partir de maintenant, il faut que nous soyons vigilants sur ça parce qu'on n'acceptera plus effectivement que les gens s'enrichissent sur le dos des Congolais. Et quand vous prenez le budget, que ce soit le budget pour lequel ils ont de façon lapidaire présenté la loi des règlements 2023 ou le budget 2024, mais la caractéristique essentielle est simple, Christian. C'est ne pas lutter contre la corruption, l'un des objectifs, ne pas lutter contre la corruption. Le deuxième objectif, c'est protéger les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. L'argent de l'État est devenu le leur. Et troisième objectif, qui est une conséquence de ces deux objectifs, mais c'est plonger les Congolais dans la souffrance et dans la misère. Est-ce qu'on a déjà vu dans un pays des gouvernants qui peuvent avoir pour objectif de plonger les Congolais dans la souffrance et dans la misère et qui, dans le même temps, veulent conserver le pouvoir? C'est-à-dire, on vous fait souffrir, mais venez toujours nous élire pour que nous continuions à vous faire souffrir. C'est le message que les Congolais... Évidemment, Clément Mirassa, moi je voudrais qu'on revienne un peu, qu'on s'arrête un instant sur l'impôt de solidarité. L'impôt de solidarité, vous avez dit 1200 francs CFA. Nous sommes dans un pays où plus de 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, donc à moins de 600 francs CFA. C'est dans ce pays qu'on veut instaurer un impôt de solidarité de 1200 francs CFA. Je pense qu'il y a un souci quelque part. Donc, après avoir volé tout l'argent du pétrole, tout l'argent des minerais, du port, les recettes aussi, on l'a dit tout à l'heure, fiscalo-douanières, je ne sais pas par où passent les recettes du bois, on n'a jamais parlé de ça, même à l'Assemblée. Où passent les recettes gazières, puisque le Congo produit désormais le gaz liquéfié, tout ça on ne le sait pas. Et on vient aux Congolais pour dire, donnez-nous même le peu qui vous reste, c'est-à-dire votre survie. 1200 francs CFA à payer pour l'impôt de solidarité. Mon Dieu, mais on ne comprend pas, mais je ne sais pas. Je trouve même pas comment expliquer ça. Ça veut dire que ça doit démarrer en 2025, vous avez dit, c'est ça? 2025, mais Christian, il y a une réponse qu'il faut se poser.
Oui. Pourquoi un impôt de solidarité de ce genre, au lieu de mettre en place un impôt sur les fortunes, où vous avez quelques Congolais qui sont extrêmement fortunés, qui ont parfois 2000, 3000 et je ne sais pas combien de milliards de dollars dans les paradis fiscaux. Pourquoi on ne penserait pas à la mise en place d'un impôt sur les fortunes? Je crois que c'est là qu'il faut agir. Simplement, non, mais simplement parce qu'ils savent que d'abord, ils n'ont jamais déclaré ces fortunes-là et que c'est une fortune, j'allais dire, illicite. Donc, ils ont bien peur qu'on découvre qu'un tel a tant de milliards. Mais tout le monde sait, en fait, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait qu'ils sont devenus des milliardaires et ils se sont enrichis de manière illicite. Mais c'est comme vous avez dit, finalement, leur objectif, c'est de j'allais dire d'étrangler les Congolais, parce que lorsque vous nous parlez, lorsqu'on découvre ceci, 1200 francs CFA, impôt de solidarité, je me demande, mais c'est quoi ce qui se passe? Mais bref, les Congolais sauront donc apprécier. On va donc passer au projet, c'est ça, la projection budgétaire 2025. Alors, vous avez entendu donc les chiffres. Ici, on a parlé d'une croissance prévisionnelle, bien entendu, de 3,8% contre 3,3% 2024. Alors, ici, je voulais évidemment comprendre avec vous. Vous avez suivi évidemment la présentation faite par Thierry Mongala, mais aussi par le Conseil des ministres. Est-ce que vous pensez que finalement, avec ces prévisions, le Congo pourrait sortir de la crise d'ici à 2025? Christian, il faut être réaliste. Le Congo a difficilement eu un programme avec le Fonds monétaire en juillet 2019. Les gouvernants n'ont pas été capables de respecter les engagements qu'ils ont pris. Ils ont fini par renégocier un autre programme qui a démarré en janvier 2022 et qui se termine là, à la fin de l'année 2024, en donnant l'espoir aux Congolais que ce programme allait sortir les Congolais de la crise multidimensionnelle que le pays traversait. Mais tu vois bien la situation dans laquelle le Congo se trouve aujourd'hui. Mais les mêmes gouvernants, je l'ai déjà dit d'entrée de jeu, on dit qu'à l'horizon 2025, le Congo serait un pays émergent. Est-ce que tel qu'on est là, il y a un Congolais qui peut croire que le Congo peut être un pays émergent? Ça veut dire que même le Fonds monétaire n'a pas été capable de booster les gouvernants de ce pays pour qu'on le sorte de la crise. On peut se poser une question, est-ce qu'il y a une volonté sérieuse et profonde de sortir le pays de cette crise? Pourquoi chaque fois qu'on leur a proposé, qu'on puisse se retrouver dans un dialogue national inclusif, en état généré ou quoi, pour faire le véritable diagnostic et proposer des mesures, parce que nous avons beaucoup d'intelligence, pourquoi ça a été refusé? Non, Christian, je peux dire que le Congo ne fera que s'enfoncer. Et le budget 2025, qui est fait dans la même philosophie que dans les budgets antérieurs, n'est fait que pour enfoncer les Congolais dans davantage de misère et de souffrance. Mais regarde la situation aujourd'hui. La mairie de Ouesso, Christian, les travailleurs de la mairie de Ouesso ont 120 mois d'arriérés de salaire, Pardon? c'est-à-dire 10 ans. Les travailleurs de la mairie de Ouesso Excusez-moi de rire, vous ont dites 120 120 mois mois. d'arriérés de salaire. Ça veut dire qu'ils ont pratiquement 10 ans d'arriérés. Et vous pensez quoi? Et quand vous venez aux retraités, ils approchent les 4 ans là, d'arriérés de pension, etc. C'est ça là qu'on va sortir de la crise. Mais attendez, On lorsque ne vous dites, sortira. pardon Clément Mirassa, lorsque vous dites 120 mois, donc 10 ans d'arriérés, et c'est pendant ces 10 ans qu'on a dilapidé les 14 000 milliards de francs CFA au Congo. C'est Ah pendant ben, ces 10 ans. Mais comment expliquer ça? Et puis, bon, moi, j'ai quand même, à un moment donné, il faut qu'on pose quand même les questions aussi, parfois qui fâchent. J'ai envie de demander ou de poser la question à ces agents, pourquoi continuent-ils à aller travailler? Quand vous avez 120 mois d'arriéré de salaire et vous continuez à aller travailler. Ça ressemble à quoi concrètement? mais Christian, tu as dû voir sur les images, sur les réseaux sociaux, tu as dû voir ces images tristes des dossiers qui sont revenus de la Caisse nationale de sécurité sociale à la mairie pour des gens qui attendent leur pension depuis 10 ans.
Et les En dossiers fait, sont oui, revenus. pendant qu'on y est, Clément Mirassa, on va proposer donc l'image à nos téléspectateurs et on reviendra tout à l'heure pour les explications, parce que finalement, beaucoup nous ont appelés pour nous dire, mais c'est quoi concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Suivez et on revient sur le plateau. Voilà le traitement des agents municipaux au niveau de la ville de Brazzaville et au Congo-Brazzaville. Voilà. Voilà, les agents qui ont travaillé pendant plus de 38 ans de service, 40 ans de service, qui ont eu à cotiser pendant 40 ans, tandis que la loi dit c'est de 18 à 20 ans, mais d'autres ont cotisé 38 ans. Les dossiers sont 10 ans aujourd'hui, pas de pension. Et la CNCS a reçu plus de 35 milliards du gouvernement pour le compte de la mairie de Brazzaville, sans compter le moratoire qui a été signé. Mais au jour d'aujourd'hui, la CNCS vient de remettre 250 dossiers pour les agents municipaux. Hein? Et c'est très grave. Voilà la manière qu'on traite. Les agents de la CNCS sont venus, déposer par terre les dossiers des agents municipaux. Voilà le traitement des administrations du Congo-Brazzaville. Voilà, alors Clément Mirassa, c'est quoi concrètement? Que s'est-il passé? On est venu déposer les dossiers, mais oui, après on nous pose des questions de savoir, mais c'est quoi? Que s'est-il concrètement passé? La CNCS estime que la mairie n'a pas payé les droits de ses travailleurs. Et les travailleurs considèrent que, tels qu'ils évoluaient à la mairie de Brazzaville, leur droit de pension était censé être versé à la CNCS. Mais cet argent est parti où, Christian? Cet argent est parti où? Ça veut dire qu'il y avait des prélèvements sociaux dans leur salaire, c'est ça? Il y avait des prélèvements. Et maintenant, ils n'ont pas droit à la pension puisque la CNCS ne reconnaît pas ces versements. Fait sur la base Est-ce que ça veut aussi dire, Clément, que ces prélèvements qui étaient opérés sur les salaires de ces travailleurs ont terminé quelque part dans une poche, quelque part, c'est ça? Bien sûr, ça veut dire. Mais bien sûr. Mais d'après toi, ça se terminait où? D'après toi, ça se terminait où? Ça veut bien dire que ça a été empoché. Mais c'est pour ça que je reviens toujours à la déclaration du 14 août 2009 du chef de l'État, où il dit que le pays n'est pas, hélas, exempt de corruption, de fraude et de détournement des deniers publics. Mais c'est tout ça. Mais le drame, ce n'est pas qu'il y ait ces détournements. Le drame, c'est le silence et l'impunité générale observée. Face aux délits économiques, quels qu'ils soient, il n'y aura ni menu fretin, ni gros poisson. Tout passera dans la nasse du droit et de la justice. Seule prévaudra la loi. Et quand vous regardez la situation des Congolais chrétiens, est-ce qu'il est normal qu'on puisse crier haut et fort que nous avons autant de dossiers préoccupants? Mais les gouverneurs sont tranquilles. Colline Makoso a choisi quoi? Thierry Mungala emboîté de pain. Mais sans honte, avec toute arrogance, ils viennent parler des tensions de trésorerie dans un pays où les gouvernants n'arrivent pas à se justifier ou à présenter la situation sur les 14 000 milliards après les engagements qu'ils ont pris de dire que chaque année, un audit devait être fait et devait être rendu public. Est-ce que tu trouves ça normal? Tu trouves normal qu'un premier ministre ou un membre de ce gouvernement puisse parler de tension de trésorerie lorsqu'il y a un rapport d'une ONG qui fait ressortir au ministère de la Santé, il y a 160 milliards de francs CFA qui ont été détournés entre 2020 et 2022. Ça veut dire en fait quoi? Ça veut dire que pour ces gouvernants, l'argent qui a été dilapidé du trésor public est devenu leur propriété. Mais je rappelle, Christian, parce qu'il faut comprendre de la communication que vous insistez là-dessus. Je rappelle que le premier président de ce pays, l'abbé Fulbert Loulou, a été condamné à mort par contumace pour, entre autres, détournement des deniers publics. Je rappelle que
le président Jacques Jachin Yombi Opango a été poursuivi pour d'autres trahisons, mettant en exergue la DABJ et un certain nombre d'autres mots. Je rappelle que le président Pascal Lissouba a été condamné à 30 ans de travaux forcés et a payé une amende de 25 milliards avec 4 de ses ministres qui devaient payer chacun, je crois, près de 25, qui avaient 25 ans de prison, je crois, avec une très très forte amende. Est-ce que c'est sérieux qu'à ce niveau, que des Congolais qui ont assumé les plus hautes fonctions de l'État et qui parfois ont agi pour des raisons d'État, ont pu subir ce sort? Et aujourd'hui, il y a des Congolais qui se sont enrichis, qui considèrent que c'est leur argent. Demander des comptes, c'est les embêter. Et ils se battent. C'est ça le problème, Christian. Ils se battent maintenant. Quand on voit la publicité, c'est quoi? C'est la conservation du pouvoir. On se bat pour que Denis Sassou Nguesso soit candidat. Oui, mais c'est là que j'allais en fait vous poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe concrètement, parce que apparemment on n'a pas, vous n'avez peut-être pas la même perception de la crise que, j'allais dire, les membres du PCT, parce que finalement c'est le PCT qui est à la tête de ce pays, qui gouverne le Congo aujourd'hui. Apparemment, c'est les gens, ou j'allais dire les membres du PCT, n'ont pas la même perception de la crise que tous les autres Congolais. Déjà, ils sont là, c'est ce que j'ai constaté. Après, on me dira peut-être le contraire. Ils sont concentrés sur la préparation de leur congrès du parti. Ils se sont déjà projetés, ils sont déjà presque en train de faire même la campagne, s'il faut le dire, voilà, de manière déguisée. Donc, ils se sont déjà projetés sur l'élection 2026, alors qu'à côté, le pays est en train de sombrer. Le pays s'est presque arrêté de fonctionner. Est-ce que ça veut dire que pour les membres du PCT, j'allais dire la majorité présidentielle comme on la présente, il n'y a pas de crise, parce que de toute façon, ils ont toujours nié, même quand il y avait les crises des plus, voilà, les plus sensibles, j'allais dire, ils ont toujours nié qu'il n'y a jamais de crise. Donc, à leur niveau, il n'y a pas de crise, en fait. C'est ce que j'ai cru comprendre. Christian, tu disais tout à l'heure qu'il semble que le taux de croissance sera de 3,8%. Ça veut dire quoi pour un pays comme le Congo? Oui, mais eux, ils voient qu'il y a une croissance qui est là. Une croissance qui ne crée pas d'emploi. Que le taux d'inflation est de 3,6%, c'est-à-dire largement au-dessus de la norme communautaire qui est de 3%. Ça veut dire que le panier de la ménagère sera touché. Et vous avez des Congolais aujourd'hui, pénurie d'essence, pas de salaire, pas de transport, etc. Mais la vie devient extrêmement dure. Mais pour le PCT, ce qui les intéresse, c'est la conservation du pouvoir. Et moi, je ne cesserai de dire, ce parti devait être suspendu, conformément aux lois et règlements de la République, que le Parti congolais du travail a lui-même adopté. Le président de la République est en situation délicate d'incompatibilité constitutionnelle. Et quand on parle de la conservation du pouvoir dans ce cas, le seul objectif, c'est continuer à faire souffrir les Congolais et continuer à les plonger dans la misère et dans la souffrance. Sinon, de façon rationnelle, quand on lit les lois que nous avons adoptées, même quand je prends l'article 28 de la loi électorale, mais le PCT ne devrait pas organiser des réunions électorales. Donc, en fait, on est dans quel système, Christian? On est dans un système où c'est le droit de la force, mais pas la force du droit. Les gens s'imposent. En fait, c'est pour dire, nous sommes là, nous sommes sûrs que la force publique est avec nous. Et comme ils ont coutume de le dire, Tokoti Kapete, Tokoti Kapete. Ben, d'accord. Et c'est comme j'ai toujours coutume de le dire, hein, c'est à la population, évidemment, le dernier mot revient à la population. Alors, Clément Mierassa, on va passer donc à un autre volet. Pardon, on va passer à un autre volet, c'est la sortie inopinée donc de Maître Robert Bourgi. Mais avant de vous poser une question, je voulais un peu savoir est-ce que vous, honnêtement parlant, croyez-vous que le Congo n'a plus d'argent? Ou bien ça a été capté et planqué quelque part? Non, le Congo a de l'argent, Christian. Il suffit que les gouvernants aient le courage et la volonté politique de récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor public. Mais on ne parlera plus de crise. Il suffit
qu'on fasse la lumière sur les 14 000 milliards. Il suffit qu'on fasse la lumière sur les 5 000, sur les 6 Congolais qui détiennent 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. Il suffit qu'on s'occupe du FIGA. Il suffit qu'on s'occupe des malversations financières au fonds de soutien de l'agriculture. Il suffit. Et à mon avis, il n'y a pas de problème. On va avoir de la ressource qu'on va réinjecter dans l'économie, dans le pays pour faire redémarrer. Il n'y a pas de... Il y a de l'argent. Mais on a fait un choix simple, celui de faire souffrir les Congolais. Et c'est dommage de voir que des gouvernants qui se sont battus, qui prétendent avoir été élus, aient fait le choix, non pas d'améliorer les conditions de vie des Congolais, mais plutôt de faire souffrir les Congolais au niveau où nous sommes arrivés. C'est vraiment dramatique, Christian. Et On toujours peut dans même ces verser des rappels, larmes quand on parle de ce genre de problème. et dans ces rappels, je voulais aussi ajouter les 9 000 milliards planqués dans les banques chinoises par les membres, évidemment, du clan Sassou Nguesso. Ça existe encore, cet argent existe. Et quelqu'un nous disait si tout cet argent devrait être rendu, qu'on le veuille ou non, et quel que soit le temps, cet argent devrait être rendu. Alors, on va passer donc au dernier volet de notre entretien aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de la sortie médiatique, je disais inopinée d'ailleurs, de maître Robert Bourgi qui affirmait que Denis Sassou Nguesso a financé voilà, les campagnes électorales françaises, bien entendu, notamment la campagne de Jacques Chirac. Et il dit que ce n'était jamais moins d'1 million de dollars. Un Jacques Chirac qui, suite à son échec présidentiel en 1981, vous contacte et vous dit qu'il est temps d'amorcer la pompe financière. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé? J'étais conseiller politique du ministre, j'accompagnais Aurillac, disons à Libreville ou à Ouaga et autres. J'avais une audience à moi, privée, avec le chef d'État que Michel Aurillac, le ministre, venait de quitter. Et je disais, bon voilà, Bongo c'était papa, Blaise était Blaise, Sassou c'était Denis. Je dis, bon, Denis, la campagne de 88 arrive, il est bon que tu puisses contribuer au financement de ton ami Jacques. Et il disait, ok, Banco, on y va? Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. C'est vous qui demandiez les sommes, c'est eux qui décidaient? Non, c'est eux qui décidaient. Mais jamais ça n'est descendu en dessous d'1 million de dollars. Jamais. Jamais. Comment ça se passait? Ils envoyaient C'est vous qui rameniez l'argent? Non, c'est surréaliste. Je rentrais sur Paris. Le chef d'État m'appelait. Il me dit, je t'envoie Monsieur X, prends rendez-vous avec Jacques. Pour Bongo, c'était Davin. C'était le mot de code de Jacques Chirac. Pour Sassou, c'était Jacques. Bon, je prenais la tâche de M. Chirac. Je lui dis, voilà, vous avez un émissaire qui arrive tel jour à telle heure. Il me dit, vous bon, étiez voilà. là? Et vous étiez là? Toujours. Pour la remise des fonds? Toujours. C'est comme ça que ça se passait, M. Perelman. Et là, c'est l'argent du contribuable congolais. Moi, je suis surpris qu'à travers tout le continent africain, tous les dirigeants, tous les responsables et tous les acteurs politiques sont restés silencieux sur ces révélations. Révélations faites par Robert Bourgi, qui en fait a déclaré lui-même qu'il était au centre même du fonctionnement de ces réseaux, après son père. Donc il connaît bien des choses, puisque lui-même il a déclaré qu'il savait que je sais tout. Donc à mon avis, nous avons été surpris, mais nous avons découvert une facette de ce que l'on appelle France-Afrique, que l'on nous cachait. Mais nous avons réalisé que les valises ont circulé entre Brazzaville et Paris, transportant de l'argent, donc d'un pays pauvre, dit pauvre, dit en voie de développement, vers un pays développé pour enrichir l'élite politique française, etc. Tout ça. Mais nous en avons eu la conviction et la preuve. Lorsque le président Chirac lui-même s'est réjoui de la contribution qui a été celle de l'Angola dans les événements malheureux que nous avons connus en 97, et les Congolais se souviendront qu'il avait fait un déplacement en Angola pour aller féliciter l'Angola. Mais vous savez, cette guerre dite du 5 juin, vous savez le nombre de victimes, le bilan qui a été fait, mais c'était extrême le bilan, il y a près de 500 000 morts. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation et on a fait cette guerre parce qu'on critiquait le président du Soudan, on mettait tout sur son dos et on disait qu'au sortir
Sinon, avec l'éviction du président Lissouba, ça allait être l'Eldorado, mais finalement, les Congolais vivent l'enfer. Et ils constatent que ce qui se passe maintenant, c'est même pire que ce que l'on a pu reprocher au président Lissouba, qui n'a pas même pu terminer son mandat de 5 ans. Donc, je crois que oui, mais Robert pendant que Bourgia, vous le dites, c'est toujours bien, pardon, Clément Mirassa, de proposer à nos téléspectateurs un extrait, évidemment, de la conférence de presse qu'avait donnée Jacques Chirac à Luanda, où il affirmait, évidemment, et féliciter Luanda d'avoir, évidemment, intervenu dans ce qu'on appellerait, c'est un coup d'État militaire. Les avions de l'armée angolaise ont survolé donc Brazzaville, ont même bombardé le palais présidentiel. Les troupes angolaises sont entrées au Congo et ont fait, voilà, ce qu'ils ont fait, tout le monde sait, des massacres. Je vous propose donc de suivre cet extrait de la conférence de presse donnée par Jacques Chirac en audio. Suivez. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et tout à fait franchement, je me suis réjoui de l'intervention de l'Angola au Congo, pour la raison simple, c'est que ce pays était en train de s'effondrer dans la guerre civile, de s'autodétruire, et qu'il était souhaitable que l'ordre revienne. Il y avait quelqu'un qui était capable de le faire revenir, c'était Denis Sassou Nguesso. Il lui fallait un soutien extérieur pour cela, pour un certain nombre de raisons. L'Angola le lui a apporté, la paix est revenue, le développement est reparti. Enfin, je veux dire, les conditions du développement reprennent. Cette ville qui est devenue martyre de Brazza commence à se relever et Denis Sassou Nguesso s'est engagé à mettre en œuvre le processus de démocratisation dans un délai maximum de 2 ans, ce qui est considéré par les autorités internationales comme quelque chose de bon, et par conséquent, voilà. Voilà, alors là, c'est donc Jacques Chirac qui, en fait, reconnaissait, qui affirmait, évidemment, en fait, une façon pour lui de reconnaître le service rendu par l'armée angolaise pour la prise du pouvoir par les armes en juin 1997 par Denis Sassou Nguesso. Alors, lorsque Robert Bourgi vient affirmer de telles informations, et ce qui est curieux cette fois-ci, Thierry Mongala, le porte-parole du gouvernement, n'a pas réagi, comme d'habitude pour dire on va voilà, poursuivre Robert Bourgi en justice, comme il a coutume de le faire. Comme quoi, qui ne dit mot consent, c'est ça. Mais Bourgi a bien dit qu'il était acteur. Et en plus, Bourgi occupait une place stratégique, puisqu'il était aux côtés des présidents Chirac et Sarkozy. Et il voyait soit les Ndjembe, soit les mallettes. Et parfois, c'est lui qui avait les codes. Donc, c'était un personnage clé. Et je ne vois personne qui peut, parmi nos responsables, essayer de démentir ce qu'il dit. Même le porte-parole du PCT, cette fois-ci, c'est tu. Lui qui a coutume de monter au créneau. Mais moi, je crois au contraire que nous devrions ne pas être silencieux sur ces questions. Nous devrions les analyser sérieusement, débattre. Et pour l'intérêt du Congo, aller vers la définition d'une coopération gagnant-gagnant qui s'éloignerait de ces pratiques. Parce que Christian, à travers je n'ai pas encore lu tout le livre de Bourgi, mais à travers ce que Bourgi dit, il nous dit quoi? Il confirme ce que nous disons, en disant que dans les pays comme les nôtres, il n'y a aucune élection libre, démocratique et transparente, puisqu'il s'est permis de dire que c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné l'élection de je ne sais pas quelle année en Côte d'Ivoire. Et en plus, il dit que lorsque Laurent Gbagbo a refusé de suivre je ne sais pas quelle directive du président Sarkozy, mais le président Sarkozy a dit je vais le vitrifier. Et après, nous avons été également touchés au fond de nos cœurs lorsqu'on entend Dominique de Villepin dire de Laurent Gbagbo qu'il va lui tordre le bras. Donc, vous voyez qu'à un certain niveau, nos gouvernants, nos acteurs politiques parlent de souveraineté nationale, mais c'est un concept qu'il faut analyser, qu'il faut définir et sur lequel il faut qu'on ait des débats profonds pour qu'on essaie d'aller et d'avancer, surtout que nous nous rendons compte que cette vision ne nous a pas fait progresser, mais nous a encore enfoncés dans la pauvreté et dans ce que on pourrait appeler le sous-développement. Je crois que Raymond, Robert Bourgi, je ne sais pas pourquoi il le fait en ce moment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il vise, mais je crois qu'il donne aux acteurs politiques, notamment
à la jeune génération un certain nombre d'informations sur la pratique politique, sur les relations entre les pays colonisés, qui ont été colonisés comme les nôtres, avec les anciens maîtres, etc., pour que l'on essaie de voir une vision, qu'on fasse une projection et qu'on aille vers des rapports qui soient des rapports profitables pour tous et qui aident à l'amélioration des conditions de vie des Congolais. C'est ça qui est Oui, mais fondamental. Clément Mirassa, revenons un peu sur la nature de l'acte qui a été posé, prendre l'argent des Congolais et aller financer une campagne électorale française, donc qui n'a rien à voir avec les Congolais, c'est l'argent du contribuable congolais. J'insiste et je reviens là-dessus, c'est un acte criminel. Ce sont là des crimes financiers et donc qui frisent en fait la haute trahison. Et depuis là, la justice congolaise ne s'est pas autosaisie. Pourquoi? Voilà les informations qu'on cherchait. Parce que la fois dernière, je crois que c'est, si je me rappelle très bien, c'est Anatole Collinet-Makosso qui posait ce problème, en fait. Le Matip lui disait, ben, il n'y a jamais des informations. On lui posait la question sur la corruption, sur le vol, sur les détournements. Il disait, mais tant que nous n'avons pas les informations, tant que vous ne nous remontez pas les informations, comment voulez-vous qu'on puisse sanctionner les auteurs de ces actes? Monsieur le Premier ministre, pour rester, n'est-ce pas, dans le discours du président de la République, le chef de l'État a parlé de la lutte contre la corruption. Alors, comment est-ce que vous entendez sécuriser les investissements que vous appelez dans le cadre de la mobilisation des ressources devant vous permettre de financer le PND, lorsqu'on sait qu'on est quand même dans un contexte de corruption, mais aussi de délit de prévarication dont parle le chef de l'État lui-même depuis son retour aux affaires en 1997, sans qu'un seul gros poisson ne soit jusqu'ici pris, monsieur le Premier ministre, dans les eaux troubles du fleuve Congo. Sans doute avez-vous une idée des personnes que vous voulez voir être interpellées et que vous prenez pour des auteurs de corruption. Je n'en connais pas encore. C'est pas moi, monsieur le Premier ministre, le peuple vous suit. Voilà, c'est ça. La seule chose qu'il nous faut comprendre, c'est que chacun de nous fasse preuve d'intégrité. Vous parlez du gros poisson, je ne sais pas lequel par exemple. Mais pourquoi n'arrivons-nous pas parfois à punir, madame est spécialiste des questions sociales, dans ce pays de 5 millions d'habitants, où nous sommes tous parents, où nous nous appelons tous désormais des frères. Même dans une administration, le terme « monsieur » a disparu. Aux parents, aux frères, où on se permet de menacer même le supérieur hiérarchique. Qui va prendre le courage, la responsabilité, moi, chef de service, de punir l'agent qui est placé sous ma responsabilité? L'autorité de l'État est par terre, monsieur le Premier ministre. C'est là. Elle est par terre à quel niveau? Ici, nous avons une information qui a été donnée. Elle est publique. On a dit, Sassou Nguesso a donné des millions de dollars de l'argent du contribuable congolais pour financer les campagnes présidentielles en France. L'information est là. Moi, je pensais que la justice devait s'autosaisir. Ouvrir une information judiciaire, comment on appelle ça? Oui, une information judiciaire. Moi, je ne suis pas surpris parce que je constate que la justice congolaise fonctionne à 2 vitesses. Quand il s'agit des problèmes des opposants, je peux me poser la question, qu'est-ce que la justice congolaise a fait, a essayé de faire depuis que sur Télé RTV R7, on a annoncé que Clément Mirassa connaissait des menaces de mort? Absolument rien. Est-ce que dans un pays sérieux, les choses devraient se passer comme ça? Mais ce n'est pas la seule chose. Nous parlons tous les jours des scandales et crimes économiques et financiers. Ils sont connus de tout le monde. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui sont connues. Mais quand il s'agit des opposants, il y a un acharnement. Mais quand il s'agit des gouvernants, et c'est en ça que nous nous posons la question. Est-ce que la justice est véritablement indépendante? Tout comme nous pouvons nous poser la question, est-ce que la force publique est apolitique? Donc, c'est toutes ces questions. Et à mon avis, c'est autour de ça qu'on devrait essayer de réfléchir. Mais je crois, je conseille à beaucoup de jeunes de lire le livre de Robert Bourgi. Je crois qu'ils apprendront beaucoup de choses sur les pratiques qui ont fait pousser l'élite française. Et je crois que c'est un aspect qui devrait retenir notre attention.
Merci Clément Mirassa, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous laisse les quelques secondes qui nous restent pour évidemment conclure. Que peut-on retenir de tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure? La crise au Congo-Brazzaville, dans le même temps, le PCT prépare son congrès et se projette déjà sur l'élection, sinon la présidentielle 2026, alors que les Congolais attendaient que le gouvernement prenne les mesures qui pouvaient atténuer, bien entendu, tant soit peu, la souffrance de la population congolaise. Ben non, voilà, le gouvernement a ses priorités ailleurs, pas de mesures non plus de réduction du train de vie de l'État, tout ça, on ne connaît pas, et comme si la vie était normale. Elle roule normale de l'autre côté, et donc le Congo est aujourd'hui divisé en fait en deux sociétés. C'est ce que je peux comprendre. Christian, merci bien. Je dirais tout simplement, j'attire l'attention des Congolais. Ils se rendent compte que nous plongeons tous les jours davantage dans la misère et dans la souffrance, mais que les gouvernants ne veulent pas que l'on en sorte. Ils ne veulent pas pourquoi. Mais prenez le projet du budget 2025, c'est l'illustration totale de ce qu'on veut maintenir les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Quand vous prenez les objectifs, on ne parle nullement de la réduction du train de vie de l'État, on ne parle nullement de la lutte contre la corruption, contre les détournements de fonds publics, contre la fraude, etc. On ne parle nullement de la protection des responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. On trouve ça tout à fait normal, mais les Congolais doivent comprendre que le système qui a été mis en place, c'est chargé d'appauvrir l'État pour enrichir les individus. Et une fois qu'ils ont été enrichis, ils pensent qu'ils doivent dominer le monde et écraser le monde. C'est là où j'interpelle la conscience des Congolais pour dire, nous avons des chances de sortir le Congo de la crise multidimensionnelle qu'il connaît depuis plus de 10 ans. Mais pour ça, il faut que les Congolais eux-mêmes sortent du silence. Il faut que les Congolais suivent les vrais problèmes. Il faut que les Congolais posent les problèmes, comme ceux de la lutte contre la corruption, comme ceux de ce que l'on récupère l'argent qui a été dilapidé des caisses de l'État. Il est anormal que les Congolais puissent avoir des fortunes de 2000 milliards de francs CFA et pendant ce temps, on veut imposer un impôt de solidarité alors qu'on devrait plutôt imposer un impôt sur les fortunes. On va bien récupérer la même somme parce que sur 2 milliards, si on retient 10 milliards, je crois que ça sera largement au-dessus. Donc, j'attire l'attention des Congolais en leur disant, soyons vigilants. Le budget va être déposé au niveau de l'Assemblée du Sénat. Soyons vigilants et défendons, levons-nous pour défendre notre cause. Et notre cause, c'est celle de sortir le Congo de cette situation et d'améliorer les conditions de vie. C'est pour ça que moi, en ce qui me concerne, je me bats pour que nous allions dans ce pays vers une vision de changement et de rupture. Et ceux qui se battent pour crier que le PCT sera candidat, etc., le président Denis Sassou Nguesso sera candidat, c'est pour la perpétuation du même système, pour qu'ils continuent à s'enrichir et à enfoncer les Congolais dans la misère et dans la pauvreté, ce que je n'accepte pas du tout. Donc, nous aurons l'occasion de revenir sur ce débat. Donc, je remercie Christian, avec droit de savoir, qui m'a permis une nouvelle fois de développer des arguments et j'espère que le débat est lancé et que j'invite les autres Congolais à ce que nous suivons ce débat. Donc, Christian, merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs et à la prochaine émission, soit Grand Angle, soit Droit de savoir. Je vous en prie, Clément Mirassa, d'avoir été encore avec nous. Je rappelle que vous êtes économiste, statisticien, président du PSDC, le Parti social-démocrate congolais, ancien ministre congolais. En tout cas, grand merci d'avoir disposé tout ce temps pour nous. Nous reviendrons toujours vers vous pour d'autres situations et d'autres informations à commenter. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore fait confiance, de nous avoir suivis, surtout de nous avoir consacré votre temps si précieux. Merci de cliquer, de partager et de nous dire en commentaire ce que vous pensez à des sujets que nous avons évoqués au cours de cette émission. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.